L'homme ici présent est heureux. Avec son petit pull noir et sa batte de baseball, qui n'a aucun rapport avec la scène actuelle, s'émerveille de son décor, de la magie du fond vert qu'il vient d'obtenir. Regardez-moi ce sourire bête. Il se frotte le nez, se touche les cheveux, s'apprête à parler, mais en fait non, il s'en va. Voilà. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Interlude terminé, réglage effectué. Passage à la vidéo. Eh oui, j'ai changé de tenue, on peut pas non plus faire des vidéos tout le temps dans la même journée, donc faux raccord ou pas, c'est pas la même tenue, mais c'est pas grave, c'est très bien. Ferme ta gueule, ferme la porte et ferme ta gueule. Salut à tous, bienvenue dans ma première vidéo sur ma chaîne où j'ai décidé de parler d'un sujet d'actualité puisque, bon, on le sait tous, il y a eu les élections présidentielles aux États-Unis, donc de cette année 2020, et je me suis dit que c'était le moment de parler du coup d'un sujet qui peut nous intéresser tous et qui est réellement important. Hein. Donc voilà, le président américain est-il l'homme le plus puissant du monde? Donc j'espère que ça va vous intéresser et que ça va surtout vous apprendre des choses. Allez, c'est parti. L'Amérique est la seule nation idéale dans le monde. L'Amérique a eu l'infini privilège de respecter sa destinée et de sauver le monde. Nous sommes venus pour racheter le monde en lui donnant liberté et justice. Donc, à entendre ces mots du président américain Woodrow Wilson, président des États-Unis de 1913 à 1921, on comprend vraiment pourquoi les États-Unis apparaissent comme le dieu libérateur du monde entier qui vient sauver les alliés des ennemis, surtout au sortir de la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis apparaissent comme vraiment les champions du monde, vainqueurs et qui imposent donc leur domination culturelle et économique à travers tous les continents. Le président des États-Unis est donc à la tête d'une nation qui, dès le début du XXe siècle, s'érige en instigatrice d'un monde libérateur, démocratique. Le président américain fait figure emblématique du charisme, du pouvoir, du leadership, à travers donc l'utilisation massive de la culture, de la force militaire du pays, ce qui fait donc de lui, selon ces critères-là, l'homme le plus puissant du monde. Après, il faut relativiser, il faut nuancer, que ce soit donc d'un Roosevelt jusqu'à un Trump, il y a eu des variations dans cette puissance. On peut prendre notamment l'exemple d'un Reagan qui pense réellement à l'existence d'une War Room, alors qu'en fait elle n'est que l'invention cinématographique de Kubrick dans Dr. Folamour. Donc voilà, il faut vraiment différencier la fonction de président des États-Unis et l'homme qui occupe cette fonction à travers les différents mandats. Donc il y a des contestations qui peuvent être extérieures, qui sont souvent extérieures, mais il y a aussi parfois des ambivalences au sein même du pays et de la personnalité du président des États-Unis. Donc voilà, l'essentiel c'est de mettre en lumière ces divergences et donc de voir si le président américain est l'homme le plus puissant du monde, s'il est constamment l'homme le plus puissant du monde ou s'il l'est parfois. Et c'est cette nuance-là qui est très intéressante. Allez, on passe à la suite. Donc on l'a dit, l'axe principal, celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de dire que le président américain est l'homme le plus puissant du monde et donc on peut détailler un petit peu pour... Putain, il fait chaud, hein. Oui, je suis un peu pressé, mon petit. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Tout d'abord parce qu'il a en sa possession des pouvoirs de commandement importants. Il est le commandant-in-chief des armées, l'armée américaine étant jusqu'à présent l'armée la plus puissante du monde. En 2009, donc dans les premières années du mandat d'Obama, l'armée américaine avait un budget de 607 milliards de dollars, ce qui constitue un budget exorbitant pour la plupart des pays. Près de 1,5 million de soldats étaient présents dans les rangs de l'US Army, avec plus de 770 bases. L'US Navy possède 11 porte-avions nucléaires, tandis que la France en a qu'un seul, hein, le Charles de Gaulle. Donc voilà, tous ces éléments donc, qui montrent que l'armée américaine est au sommet de toutes les armées du monde. Le président américain est également le chief diplomate qui conduit les affaires internationales, c'est lui notamment aussi qui nomme les ambassadeurs. Il est le visage de la superpuissance américaine. La plupart des grands pays du monde entier ont
ce qu'on appelle un droit de veto sur les décisions internationales, et les États-Unis ont souvent mis en avant voilà, cette capacité de mettre leur veto, de poser un veto, c'est-à-dire en fait d'empêcher la réalisation, la concrétisation d'un projet, d'un partenariat, etc. Exemple, Truman, le président Truman, en a utilisé plus de 250, Reagan 78. Donc voilà, c'est aussi un outil que possède le président américain et qui est souvent mis sur la table. Évidemment, on n'oublie pas que le président américain est à la tête du pays qui a la plus puissante économie du monde, en concurrence avec la Chine, un PIB dans les alentours de 18 000 milliards, un centre de recherche et de développement très important, d'innovation. On pense à la Silicon Valley, mais il y a son pendant est, on va dire de la côte est, qui également est le foyer d'énormément de développement sur tous les plans technologiques de ce nouveau siècle. Son poids politique est également majeur. Il est le chef du pays, le représentant du pays lorsqu'il s'agit de décider à l'international, dans les grandes organisations, le FMI, l'ONU, l'OTAN, etc., qui sont le visage même des coopérations internationales. Mais évidemment, lorsqu'on parle des plans économiques et des plans politico-militaires, il y a toujours le dernier point, et là on peut parler du soft power américain. Le président des États-Unis a longtemps été le représentant d'une certaine forme de diplomatie douce, de réconciliateur, sorte de père pour les pays voisins. On peut donner des exemples de ce soft power construit autour de sa personne, par exemple Carter, le président Carter qui joue les médiateurs lors des accords de Camp David en 1978 entre le président égyptien El-Sadat et le premier ministre israélien Begin. Cette utilisation du soft power comme américanisation de la pensée a permis notamment pour certains présidents d'obtenir le prix Nobel. Barack Obama l'a obtenu en 2009, quelques semaines après son grand discours au Caire, qu'il avait prononcé pour renforcer la coopération entre les pays, notamment du Moyen-Orient, où les tensions sont encore assez importantes, assez élevées, et constituent donc un point d'achoppement dans les politiques internationales des Nations Unies. C'est ce que Theodore Roosevelt, donc un autre président des États-Unis, plus ancien, du 19e siècle, appelait le bully pulpit, qui est en fait un outil de coercition par la parole présidentielle qui a un poids important sur la scène internationale. D'ailleurs, selon Richard Neustadt, la réussite du président dépend en fait de son charisme, de l'image qu'il dégage. Et on a justement cet exemple avec Obama, puisqu'on en parlait, ce président décontracté, c'est l'occasion de faire valoir la puissance de l'homme, tout autant que les atouts qui ont constitué cette réussite du soft power américain à travers la culture, le cinéma, la musique, l'entrepreneuriat. Bon, tout ça c'est bien beau, mais en réalité c'est que l'énumération des grands principes qui font dire qu'il est l'homme le plus puissant du monde. Mais donc on l'a dit tout à l'heure, cette puissance elle évolue au cours du temps. Et donc, pour faire simple, on peut répartir la période donc, de la Seconde Guerre mondiale à aujourd'hui en trois grandes parties. On a tout d'abord la période de l'impérium, des présidences impériales. Ensuite, on a un affaiblissement de la puissance qui est dû à de nombreux conflits, etc. On y reviendra. Et ensuite, on a donc la troisième partie, le troisième point, où là, on a le retour progressif de cette puissance à partir de la décennie 90 et plus tard. Donc pour cette première grande partie, c'est pas pour rien qu'on l'a fait débuter à la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en réalité, avant, si on prend le cas Wilson, les États-Unis avaient certes un point important, étaient d'ailleurs déjà la première puissance mondiale, mais il y avait encore une forme un peu de doute dans cette puissance. On s'en fout. La suite, mon Dieu! C'est donc la naissance de ce qu'on appelle, je l'ai dit, les présidences impériales, avec, à partir de Roosevelt, et ensuite avec Eisenhower, etc. Eisenhower est d'ailleurs peut-être le plus pur exemple de ce qu'on appelle les présidences impériales et de la force qu'avaient les États-Unis et le président des États-Unis sur la scène internationale.
Pourquoi? Parce que on a en 1950 l'entrée à bras-le-corps des États-Unis dans la guerre de Corée donc de 1950 à 1953, qui sera ensuite cristallisée dans la crise du détroit de Formose en 1955. Petit rappel, cette guerre est l'affrontement entre les deux camps de Corée, qui sont séparés par le 38e parallèle. Au nord, les forces communistes, soutenues par l'URSS, par la République populaire de Chine de Mao Tse-tung qui vient d'arriver au pouvoir un an plus tôt, et au sud, une république pro-américaine, soutenue par le président Truman, et ensuite par Eisenhower qui arrivera lui au pouvoir en 1953, juste à la fin, puisqu'il organisera le cessez-le-feu de cette guerre. En fait, tous ces exemples auxquels on peut par exemple greffer la crise de la baie des Cochons en 62 sous la présidence Kennedy, on peut parler de ce qu'on appelle la théorie du fardeau de la puissance, qui est le fait que être un véritable leader, être une forme de super-héros en fait, c'est pas seulement profiter de l'image que ça représente, mais c'est également donc tenir les responsabilités de ce que cela implique. Et c'est en fait surtout et principalement durant cette période de la guerre froide que se révèle réellement la stature présidentielle et de l'exécutif. Il s'agit de dramatiser les enjeux politiques, économiques, de sécurité intérieure, pour renforcer notamment cet impérium. Des exemples de discours sur l'état de l'Union l'illustrent, notamment The New Frontier de Kennedy, ou encore The Great Society de Johnson, qui marchera en fait dans les pas de Kennedy justement. Donc voilà, fin de l'impérium. Parce qu'en fait, à partir de la décennie 70, ce leadership décisionnel, institutionnel, politique, militaire, économique, social, la totale, s'effrite. Et ce donc sous les présidences Nixon et Carter. De multiples exemples peuvent expliquer pourquoi à partir de ce moment-là, les États-Unis se retrouvent affaiblis. On a la guerre du Vietnam, ce bourbier dans lequel s'enfonce le président Johnson en envoyant énormément d'hommes constamment, alors qu'en fait les États-Unis, certes extrêmement puissants, se retrouvent dans des conditions, on va dire même exotiques, au Vietnam, dans la jungle, des conditions dans lesquelles l'armée n'était pas du tout préparée, ce qui explique pourquoi les États-Unis ont perdu cette guerre. Alors, sur le plan politique, la crise le scandale du Watergate qu'on appelle, donc en 1972 pour la présidence de 1974 qui oppose le président sortant Nixon pour un second mandat au candidat démocrate assez peu connu George McGovern, tandis que sur un plan législatif, l'arrivée au Congrès de nouveaux élus désireux de faire entendre leur voix en fait va conduire à ce qu'on appelle, à ce que Paul Light appelle la no-win presidency, donc en fait une gouvernance stérile. La crise économique et la lutte contre l'inflation empêchent la concrétisation de politiques ambitieuses à la Maison-Blanche, d'où cette phrase « President proposes, Congress disposes ». Fin de la deuxième partie, pas très réjouissante, et troisième partie de cette longue histoire post-guerre. En gros, c'est le retour progressif de la puissance, même de l'impérium, selon Andrew Rodolevich, qui est un politologue. Peut-être pas à ce point-là, enfin, si sur un point en fait, c'est que durant la décennie 90, et on parle seulement à partir de ce moment-là, d'hyperpuissance, plus de superpuissance, mais d'hyperpuissance, parce qu'en fait les États-Unis sont seuls au monde depuis la chute de l'URSS, officiellement donc en 91, fin de la guerre froide, etc. Et donc les États-Unis sont l'unique leader mondial, il n'y a plus l'URSS, donc la Russie, etc. Et pas encore vraiment la Chine. Donc, sous ce mandat de Bush père à partir de 91 et ensuite pendant les deux mandats de Clinton, les États-Unis sont les gendarmes du monde et réalisent tout ce qu'ils veulent sur le plan international. Alors certes, cette image sera un petit peu remise en question durant le mandat de Bush fils, au début des années 2000, mais les États-Unis profiteront toujours de cette image charismatique, de cet interventionnisme exacerbé, qui permet de garder cette domination évidente. Sous Obama, l'exemple de l'utilisation de la NSA sous couvert donc de la lutte contre le terrorisme, ou encore l'entrée en guerre sans demander l'aval du Congrès, que depuis 1973 il faut demander l'autorisation, en gros, enfin voter au Congrès pour envoyer des hommes, des troupes militaires hors du pays plus de 60 jours. Bon, à partir de ce moment-là, on passe outre cela, notamment pour la guerre en Libye. Donc voilà, une puissance en dents de scie durant toutes ces décennies, même si à chaque fois
les États-Unis restent sur le podium, voire tout le temps sur la première place, mais bon, les contestations sont plus ou moins importantes. Faut marquer une pause, faut savoir débrayer de temps en temps, chef. Sinon, on craque. A few moments later. Ah, ça faillit bien. Allez, À vous maintenant. Mais donc pour finir sur un point important dans cette réflexion sur l'homme le plus puissant du monde, il faut parler des véritables contestations extérieures, et notamment donc depuis le début du XXIe siècle, avec la montée en puissance de la Chine, de la Russie et d'autres pays émergents. Dans le cas très récent du mandat de Trump, l'homme fort de la Chine, qui est Xi Jinping, est l'élément central dans cette remise en cause du pouvoir américain, d'autant que Trump s'est retiré de beaucoup d'accords, de traités, etc., qui sous-tendent les liens à l'international et donc qui affaiblissent en partie cette puissance, selon la vision du multilatéralisme évidemment. Ce retrait progressif de la scène internationale permet tout simplement à d'autres hommes forts et d'autres femmes fortes de s'imposer et de faire entendre leur voix. D'ailleurs, le classement Forbes des personnes les plus influentes au monde, des personnes politiques les plus influentes au monde, met souvent devant Donald Trump, mais donc devant les présidents américains en général depuis une bonne dizaine d'années, Vladimir Poutine donc pour la Russie et Angela Merkel pour l'Allemagne. D'autant que ces deux pays possèdent une économie forte et une armée, une puissance militaire importante, qui constituent, on l'a dit auparavant, les piliers d'un pays puissant et qui sait se faire entendre. Mais point important et qui est peut-être le plus prégnant aujourd'hui, finalement, quand on réfléchit par rapport à cette montée en puissance, cette émergence de la mondialisation depuis, on va dire, les années 80, c'est qu'aujourd'hui, le président américain, il ne doit pas faire face uniquement à des hommes politiques, il doit aussi faire face à des businessmen, puisque l'économie dirige beaucoup de choses. Et ces hommes-là, donc Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc., sont en mesure aujourd'hui de faire entendre leur position, de faire valoir le poids de leurs entreprises et de l'image qu'ils renvoient sur la scène internationale, notamment en pouvant financer des ONG, d'autres entreprises, parfois même donner un coup de pouce à des gouvernements et donc s'immiscer dans le jeu des relations internationales. Et c'est le cas quand même depuis longtemps, hein, source de financement et donc de médiatisation. Les puissants milliardaires ont souvent participé donc de ce jeu, de ce rapport de force entre les hommes politiques et le monde de la finance, etc. Le siècle dernier, on pouvait parler d'un Rockefeller. Voilà, aujourd'hui, on parle des hommes que j'ai cités avant, ou même de Michael Bloomberg. Ces hommes participent en fait de la diffusion de causes environnementales notamment, puisque leur voix est réellement importante auprès d'une très grande majorité de la population. In fine, le président américain partage donc son pouvoir décisionnel, son pouvoir charismatique, d'action, médiatique, tout ça avec ces différents hommes qui forcément réduisent un petit peu son influence à lui. Voilà, on a fait un petit peu le tour des différentes questions à aborder, des sujets précis sur ce thème. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça vous a permis d'apprendre quelques trucs voilà, sur les grands enjeux des relations internationales qui sont vraiment fascinants. Allez, à plus dans une prochaine vidéo. Hein. Coupez! Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy. Bon, allez, préparez-moi le décor suivant. Merci. Allez, bonne nuit.